Quel type de pilule va fonctionner avec quel type de patient? On est de l'ordre de 900 € pour un test salivaire. On est encore à 7 à 10 ans d'errance diagnostique. On peut retrouver à ce moment-là déjà des nodules d'endométriose profonde. L'évolution actuelle de nos démocraties va générer de plus en plus de souffrance et de douleurs. C'est plus facile de parler d'un cancer de l'ovaire que de douleurs pelviennes chroniques. Salut tout le monde, bienvenue dans Snack. Aujourd'hui, on est avec Linda Tebache. Elle est gynécologue, spécialiste en endométriose. On va en apprendre plus sur cette maladie et sur la gynécologie en général. Mais d'abord, abonnez-vous, likez cette vidéo, ça nous aidera bien. On commence direct avec Linda. Bonjour Linda. Bonjour. N'hésite pas à te servir, ils sont là pour ça. Merci beaucoup. Je vais te demander tout d'abord de te présenter à nos spectateurs pour savoir un peu qui tu es et tes fonctions multiples. Ok, merci de me recevoir. Moi, je m'appelle Linda Tebache. J'ai 40 ans, je suis liégeoise. J'ai fait l'université ici de médecine, ainsi que mes 5 ans d'assistanat pour devenir gynécologue. Après quoi, je me suis spécialisée dans la prise en charge chirurgicale de l'endométriose en me déplaçant pour 1 an et demi faire un fellowship en Italie. J'ai travaillé principalement au CHR de la Citadelle sur le plateau universitaire de gynécologie, où je me suis occupée de l'endométriose, mais aussi de la chirurgie de l'infertilité. Après quoi, j'ai monté avec l'équipe du planning familial Infor-Femmes un centre de soins primaires de prise en charge et de dépistage de l'endométriose à Liège. Actuellement, je suis occupée pas très loin, à 4h30 de train d'ici, dans la Drôme-Ardèche, à réaliser un plateau aussi de prise en charge d'endométriose dans une région malheureusement où il n'y a pas de prise en charge encore pluridisciplinaire et chirurgicale de cette pathologie. Fameux parcours, et c'est pour ça qu'on t'invite aujourd'hui, parce que tu es spécialisée dans l'endométriose. On va en parler tout au long de cette émission. C'est quoi l'endométriose, Linda? Alors, l'endométriose, c'est une condition médicale où de l'endomètre, ou du tissu qui ressemble à de l'endomètre étant la muqueuse qui se trouve à l'intérieur de la cavité de l'utérus, va se retrouver à l'extérieur de cette cavité. Et à l'extérieur de cette cavité, ça peut être déjà dans une invasion dans le muscle utérin. Donc l'utérus, c'est une boîte plus ou moins de forme triangulaire qui est constituée d'un muscle principalement et d'une cavité à l'intérieur de laquelle il y a un embryon éventuellement, un fœtus qui peut s'installer. Et quand cet endomètre se retrouve dans le muscle utérin, on va parler d'adénomiose, qui n'est qu'une forme d'endométriose. Et dès lors que ce tissu qui ressemble à de l'endomètre va se retrouver à l'extérieur complètement de l'utérus, c'est-à-dire principalement dans la cavité péritonéale, ce qui veut dire dans le ventre en réalité, dans l'abdomen, là on va parler d'endométriose. Et l'endométriose, elle peut avoir plusieurs formes. Quand l'endométriose va se mettre sur les ovaires, on va parler de kyste endométriosique ou d'endométriome. Quand elle va s'installer sur des organes et pousser, infiltrer à plus de 5 mm de profondeur, on va parler d'endométriose sévère. C'est comme ça qu'on peut avoir ce qu'on appelle des nodules d'endométriose qui peuvent se retrouver sur la vessie, sur l'intestin, près des uretères qui sont les tuyaux qui mènent des reins à la vessie. Et puis on va avoir cette 3e endométriose qui s'appelle endométriose superficielle. Chez ces patientes qui n'ont pas des kystes qui sont visibles facilement ou des lésions très infiltrantes qui seront visibles aussi elles plus facilement à l'IRM, on va avoir cette endométriose superficielle qui va être difficile à mettre au point et du coup des patientes qui vont avoir du mal à avoir un diagnostic et donc pas un traitement adapté suffisamment tôt, quoi. Ce traitement, on va en parler juste après, mais d'abord, c'est quoi les symptômes de l'endométriose? Alors, principalement, on va trouver des patients qui vont se plaindre de douleurs. Et alors, assez typiquement, ça va être des douleurs pendant les menstruations, ce qu'on appelle les dysménorrhées. Donc, des patientes qui vont avoir du mal
à aller au travail ou aller à l'école pendant leurs règles parce qu'elles ont trop mal, ou les antidouleurs de premier palier comme du paracétamol ou même des anti-inflammatoires vont être inefficaces dans la gestion de la douleur. Après, ça peut être aussi accompagné pour certaines patientes de malaise, de syncope, de nausées, de vomissements. Donc non seulement des douleurs cycliques répétées, donc tous les mois, mais aussi d'autres aléas qui vont amener non seulement l'inconfort physique, mais aussi un peu une peur psychologique de réaffronter des nouvelles règles. Alors, chez certaines, ça va s'étaler avant et après, c'est-à-dire qu'un peu avant les règles, elles vont commencer à avoir mal, un peu après les règles, elles vont avoir mal. D'autres peuvent avoir ce qu'on appelle les douleurs pelviennes chroniques qui sont non cycliques, et ça veut dire qu'on peut avoir de l'endométriose et avoir mal un peu tous les jours. Ça, c'est le grand premier symptôme. Après, il va y avoir aussi tout ce qui va affecter la sexualité, les troubles sexuels, avec ce qu'on appelle les dyspareunies. Donc, la dyspareunie, c'est la douleur lors des rapports sexuels. Donc, ces patientes, elles vont, dans un premier temps, expliquer souvent que dans certaines positions sexuelles, voire toutes, mais dans certaines principalement, elles vont ressentir comme une douleur dans le fond du vagin, comme la sensation qu'il y a un blocage dans le fond, comme la sensation que l'on heurte un coup bleu qui serait dans le fond de leur vagin. Ce qui pourrait occasionner dans un second temps ce qu'on appelle une dyspareunie superficielle. Ça veut dire qu'à force d'avoir ces douleurs dans le fond du vagin et d'anticiper des douleurs, il va y avoir une contracture des muscles du périnée. Donc les muscles du périnée, c'est les muscles qui vont entourer tout le vagin, qui va faire que, étant donné que les muscles sont très durs, les rapports sexuels pénétrants vont générer des sensations de déchirure, des sensations de frottement, des sensations d'étroitesse ou des sensations d'œdème, de gonflement au niveau vulvaire. Et ça peut amener à certaines patientes ou certaines femmes à ce qu'elles n'aient plus de rapports sexuels du tout parce que c'est trop douloureux. Est-ce que lorsqu'une femme se plaint de douleur lors de ses règles, lors de rapports sexuels, c'est obligatoirement lié à l'endométriose ? Disons que c'est un élément essentiel dans le diagnostic différentiel. Si une patiente auprès d'un médecin ou d'une infirmière ou d'une sage-femme se plaint de dysménorrhée de douleur pendant les règles et de dyspareunie de douleur pendant les rapports sexuels, c'est le premier diagnostic à évoquer, évidemment. Après, il peut y avoir d'autres raisons d'avoir mal au ventre pendant ces règles, d'autres raisons d'avoir mal pendant les rapports sexuels, mais c'est quand même deux éléments qui doivent nous faire penser en premier à exclure l'endométriose. Dans les autres symptômes de l'endométriose, il y aura aussi ce qu'on appelle la dyschésie, donc des douleurs à la défécation. Mais ce que tu dis est super important, c'est-à-dire que la première évocation du diagnostic, on est tout à fait légitime de la faire sur une histoire que nous raconte la patiente. Évidemment, en la croyant, c'est ça toute la difficulté de la maladie de l'endométriose, c'est que les symptômes, c'est des choses non visibles. Raison pour laquelle, et on en parlera peut-être un peu plus tard, c'est que la prise en charge de l'endométriose, contrairement à tout ce qui est véhiculé, je vais dire, par la presse, en termes de nouveautés scientifiques ou technologiques, ça, elle va d'abord demander absolument du temps aux soignants pour bien pouvoir interroger, écouter, comprendre, conforter, croire la patiente. Et c'est dans un deuxième temps qu'après on va développer toute la prise en charge plus entre guillemets technologique, c'est-à-dire faire des mises au point, faire la cartographie, voir où ça se trouve, etc. Et c'est seulement là que on va aller un peu plus en avant, se servir des outils. Mais le premier outil de l'endométriose, ça va être l'écoute. Jusqu'à quel point est-ce que c'est normal d'avoir des douleurs durant ces règles ? Alors, ça, c'est une question piège en ce sens que je dirais que malheureusement, même encore en 2025, la plupart des femmes vont avoir une propension importante à s'infliger des douleurs et à, comme on dit chez nous, mordre sur leur chic. Et donc, je dirais que dès lors que la personne est dans l'incapacité d'effectuer les tâches qu'elle devrait effectuer dans sa quotidienneté, là, ce n'est pas normal. Okay. C'est-à-dire qu'effectivement, la raison pourrait se poser de personnes qui écouteraient ce podcast en se disant « mais moi j'ai un peu mal, est-ce que je dois me
est-ce que je dois me rapprocher d'un soignant pour savoir si j'ai de l'endométriose ou pas? Et je dirais que si on a un peu mal pendant ses règles et qu'on prend un paracétamol et que ça passe et que ça dure le premier et le deuxième jour quand le sang menstruel est plus abondant, il y a rien d'anormal là-dedans, étant donné qu'effectivement, pour que le sang menstruel puisse être évacué, il y a des contractions utérines qui sont de manière physiologique plus fortes et plus fréquentes, et donc à ce moment-là, on peut avoir un petit tiraillement du bas du ventre qui va jusqu'un peu dans le bas du dos, mais dès lors que ça passe dans le mouvement ou avec un petit anti-inflammatoire de premier palier comme un paracétamol 1 gramme, et qu'il n'y a pas d'autres signes d'accompagnement, qu'il n'y a pas de problème durant les rapports sexuels, qu'il n'y a pas de troubles du transit, etc., il ne faut pas trop s'inquiéter. C'est quand il va y avoir un problème de fonctionnalité de la personne dans sa quotidienneté que là, évidemment, nous, on doit être disponible pour à la fois mettre un diagnostic et surtout, rapidement, avant même d'avoir un diagnostic objectif, on va dire, rapidement mettre les choses en place pour qu'il n'y ait plus ces douleurs-là. Il faut bien se rendre compte qu'on ne parle pas d'une maladie rare ici. Les études estiment à 1 femme sur 10 le nombre de patientes qui seraient atteintes d'endométriose. Tu confirmes ce chiffre? Parce qu'il y a beaucoup de patientes qui ne sont pas diagnostiquées. Effectivement, ce que tu dis est très important. C'est pas une maladie rare et donc c'est très important qu'on soit nombreux à comprendre et à entendre l'endométriose. Alors, 1 femme sur 10, je confirme que sont les chiffres avancés par les publications scientifiques, même les plus récentes, mais ça reste un chiffre aléatoire. Ça pourrait être encore plus important. Après, 1 femme sur 10 va être impactée par l'endométriose, mais elle va en être atteinte, mais elle va pas forcément être fortement impactée dans son quotidien aussi. C'est ça que je mets toujours fort l'accent sur. Qu'est-ce que ça génère chez vous, madame? C'est pas la maladie ou la condition médicale qu'on va soigner, c'est vraiment l'individu dans sa globalité et qu'est-ce qu'il va ressentir. On va parler des traitements juste après, mais dans l'actualité, il y a quelques jours, on a appris qu'un test salivaire était en cours de développement. Ce test salivaire, qu'est-ce que tu en penses en tant que spécialiste? Eh bien, ce test salivaire qui a été mis au point par mes collègues de l'hôpital Tenon à Paris, grande équipe d'endométriose depuis des décennies, est une belle révolution en termes diagnostiques. En fait, il s'agit d'un examen extrêmement facile par rapport aux examens très invasifs que certaines patientes d'endométriose peuvent subir, notamment de lavement, d'IRM ou si on est claustrophobe, c'est très difficile, d'échographies endovaginales qui sont parfois inconfortables. Là, il s'agit simplement de recueillir de la salive. Cette salive est analysée et on va analyser des micro-ARN spécifiques et grâce à aussi de l'intelligence artificielle, on va pouvoir avec une sensibilité et une spécificité très élevée, si je ne me trompe pas, on est de l'ordre de 98%, on va pouvoir établir du fait qu'il y ait de l'endométriose ou pas. Donc c'est une manière de dépister qui est formidable. Après, comme on l'a dit plus en avant dans cette émission, une fois le diagnostic fait, quid de la patiente, quid de sa prise en charge, qui sont les gens disponibles, etc. Donc c'est je vais dire le bémol de ce test salivaire, ça va être d'abord son coût dans la conjoncture actuelle, puisqu'on est de l'ordre de 900 € pour un test salivaire. D'accord. Et quid de la prise en charge par après. Donc c'est évidemment une révolution et je m'en réjouis parce qu'il n'y aura plus potentiellement cette errance diagnostique. Mais est-ce que cette errance diagnostique ne risque pas, si on ne se met pas vite en marche, de devenir une errance thérapeutique? C'est-à-dire que la jeune femme qui va avoir un diagnostic par ce test salivaire à 14 ans d'endométriose, il faut savoir après comment on peut l'aiguiller, qu'est-ce qu'on va lui expliquer sur l'évolution de la maladie, quel type de traitement. Donc c'est-à-dire que c'est une belle révolution, mais qui va engendrer quand même de nécessité toujours de se mettre encore plus au service des patients d'endométriose. C'est ça, un meilleur suivi alors par la suite. Voilà, c'est ça, un meilleur suivi.
Donc, ce test-là, il est déjà disponible, Linda, ou absolument pas? Il est toujours en cours de test? Alors, il y a quelques jours, en France, donc, la Caisse nationale d'assurance maladie a décidé de l'octroyer gratuitement à 25 000 patientes. Il me semble toujours dans un cadre d'études. En ce qui concerne la Belgique, pour l'instant aussi, je sais qu'il y a la possibilité de bénéficier de ce test dans le cadre d'études scientifiques, notamment au CHR de la Citadelle, mais ça reste à l'étude. On ne sait pas encore très bien si c'est un test qu'on va réserver à tout qui va avoir des douleurs pelviennes chroniques chez qui on suspecte de l'endométriose, ou dans des cas spécifiques après avoir fait les examens habituels que sont l'échographie ou l'IRM. D'accord. Donc on est sur la genèse finalement de ce test. Voilà, c'est ça. Et il coûte d'ores et déjà très cher. Il va se démocratiser certainement. Il va être beaucoup plus utilisé à travers les mois et années. Exact. C'est ce qu'on imagine, une démocratisation de ce test. Oui. Parlons de traitement. Alors, si les symptômes et autres sont beaucoup plus connus, si ce test fonctionne et que le diagnostic est plus facile à poser, il y aura plus de personnes à traiter. Est-ce qu'il existe un traitement pour soigner l'endométriose ou pour soigner les symptômes de l'endométriose? Ta question est hyper judicieuse parce qu'effectivement, malheureusement, on n'est pas encore en capacité aujourd'hui de faire disparaître cette maladie. C'est pour ça qu'on dit de cette condition médicale qu'elle est chronique et récidivante. Récidivante, c'est dans le cas où on ferait de la chirurgie. Donc c'est quelque chose qui va accompagner la patiente tout au long de sa vie génitale, généralement dès lors de la ménarche, donc des premières menstruations, jusqu'à la ménopause. Alors dans de rares cas, même après la ménopause, pour certaines patientes, il pourrait avoir encore des symptômes. Donc il faut continuer à les suivre et à les accompagner. Alors les traitements, ils vont être multiples et ils vont effectivement permettre de... Leur but, ça va être de gommer absolument le maximum de symptômes. La prise en charge la plus classique et la plus facilement mise en place, ça va être l'ovariostase. Ça veut dire mettre au repos les ovaires par un traitement de pilule. Alors la pilule, il y en a qui sont un peu plus spécifiques de l'endométriose, mais en réalité, ça peut être n'importe laquelle. Ce qui va être important, ça va être d'établir une pilule qui va être confortable pour la patiente. À l'initiation du traitement, on va devoir attendre au minimum 3 mois pour se rendre compte de l'efficacité de cette pilule sur les douleurs. Plus spécifiquement, on va essayer que ces pilules amènent ce qu'on appelle l'aménorrhée, ça veut dire essayer que les patientes ne soient plus menstruées. Ce qui va soulever des questionnements, c'est justifié de la part de la patiente qui se demande si c'est bon ou pas bon pour son corps. Et donc là, je profite de l'occasion pour les rassurer tout à fait. Les saignements qu'on dit de privation quand on met les patientes sous pilule, c'est-à-dire que en fait, en réalité, les pilules qu'on appelle séquentielles, celles qu'on prend 3 semaines et qu'on arrête 1 semaine, le saignement qui va arriver durant la semaine où on ne prend pas la pilule, ça va être un saignement artificiel du fait qu'il n'y a plus d'hormones qui est ingérée et donc l'endomètre va desquamer et tomber. Si de ces pilules séquentielles, on passe à des pilules qu'on dit continues, c'est-à-dire soit on prend celles-là en les enchaînant, soit il y a des pilules qui sont constituées comme ça directement où il n'y a pas de pause, eh bien il ne va pas y avoir de saignement de privation. Et les études tendent à dire que plus on a les patientes en aménorrhée, donc moins il y a de saignement, et moins éventuellement il y a de risque de récidive, moins il y a de phénomènes inflammatoires à l'intérieur du ventre, parce que c'est un adjectif qu'on va pouvoir rajouter au fait que c'est une maladie chronique, ça va être une maladie récidivante, c'est une maladie hormonodépendante, puisque ces cellules de tissu qui ressemblent à de l'endomètre ont des récepteurs hormonaux, et c'est une maladie aussi inflammatoire. On a des patientes qui sont malheureusement subissent trop d'effets secondaires de leur pilule et nous demandent comment prendre en charge cette endométriose sans passer par un traitement hormonal. Alors là-dessus, il y a la possibilité encore de leur offrir la possibilité de mettre un stérilet hormonal qui lui va pas avoir d'action directe sur disons la mise au repos des ovaires, mais va plutôt avoir une action en local sur l'utérus et qui va amincir l'endomètre et permettre d'avoir moins de saignement en fonction qu'on prend
un stérile faiblement, moyennement ou fortement dosé. Plus il va être fortement dosé, moins on va avoir de règles. Et éventuellement, on peut avoir encore un peu d'effets secondaires, mais moins que quand on ingère la pilule. Néanmoins, il y aura des patientes encore qui vont nous dire ma qualité de vie avec une pilule n'est pas bonne, avec un stérilet hormonal n'est pas bonne non plus. Qu'est-ce que je peux faire, docteur? Et donc du coup, ces patientes-là, on va essayer de proposer des conseils diététiques assez spécifique sur l'alimentation anti-inflammatoire qui va regrouper le fait de manger le moins de sucre possible, le moins de gras possible, le moins de produits laitiers possible, le moins de gluten possible. Alors vous allez dire qu'est-ce qu'on va manger d'autre après tout ça? En réalité, c'est là qui est intéressant. Je dis alimentation anti-inflammatoire et je dis pas régime anti-inflammatoire parce que si on dit régime, il y a une notion de privation. Qui n'est pas du tout le cas. En réalité, on va choisir des aliments qui vont pas être transformés, mais la quantité n'a pas d'importance. Les modes de cuisson vont être simplement changés. Par exemple, au lieu de frire les aliments, on va plutôt les passer à la vapeur, etc. Ça va nécessiter de nouveau du temps. Pourquoi? Parce qu'il faut une enquête de la situation de la patiente. Où est-ce qu'elle habite? Quel est son budget? Qu'est-ce qu'elle a comme magasin autour d'elle? Et donc, en fonction de ce qu'elle va nous répondre, on va lui proposer aussi des recettes en fonction de ses goûts aussi. Donc l'idée, comme on le répète depuis le début de l'émission, comme c'est une condition médicale qui va accompagner la patiente tout au long de sa vie, on ne peut pas leur offrir des solutions qui vont demander une rigueur et une attention spécifique. Sinon, c'est leur rappeler quotidiennement et les résumer à cette condition médicale qu'elle a l'endométriose. Mais il faut adapter progressivement leur alimentation et leur manière de vivre, c'est-à-dire le sport également. Alors, le sport, ça peut être simplement la marche, donc ça aussi, c'est intéressant de lui dire, tiens, est-ce que vous êtes loin de votre boulot? Est-ce que vous pouvez pas y aller à pied de temps en temps? On va privilégier des sports comme le yoga, le hatha yoga, qui est prouvé, où il y a des études scientifiques qui prouvent l'efficacité sur les symptômes de l'endométriose, le pilate, enfin, il y a plusieurs choses à mettre en place. Et d'expérience et aussi d'études scientifiques, on prouve qu'au bout de 3 semaines déjà d'alimentation anti-inflammatoire, on peut avoir des réductions de douleur aussi efficaces pratiquement que certaines pilules. On peut allier sport, régime, alimentation anti-inflammatoire, plus pilule ou stérile alors. Voilà, on peut aussi allier tout ça. Et là, en fait, si vous voulez, c'est là où en fait, parfois, je me retrouve face à des patientes qui vont pratiquement avoir de la gratitude pour cette condition médicale parce qu'elles vont transformer en profondeur leur hygiène de vie, privilégier un bien-être de manière globale, que ce soit au boulot, que ce soit familial, etc., que ce soit dans leur alimentation, dans leur manière de bouger. Et ça va leur ouvrir d'autres champs de bien-être, c'est-à-dire qu'elles vont avoir un sommeil de meilleure qualité. Elles vont parfois, mais les patients me disent j'ai des troubles de l'humeur sous traitement hormonal. Et quand on les interroge plus en profondeur de leur situation actuelle, il va se trouver qu'en fait les troubles de l'humeur sont aussi majorés par du conflit au travail ou un non-sens au travail ou une situation familiale compliquée, etc. Et donc parfois par l'excuse, si vous voulez, de cette endométriose, on va pouvoir améliorer le bien-être global de la patiente. Et c'est pour ça que souvent j'ai tendance à dire aux patientes qui viennent me consulter, qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Sous-entendu, pas comment est-ce qu'on va soigner pour que dans 10 ans vous puissiez avoir des enfants ou que dans 20 ans qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Et ça me permet de faire une photographie de leur vie et de les aider sur plein de champs et pas seulement sur leurs conditions spécifiques d'endométriose, comme ça devrait être le cas pour n'importe quelle autre condition médicale. C'est-à-dire que quand on voit un patient, on doit le prendre dans sa globalité, le comprendre dans sa globalité et l'accompagner dans sa globalité, quoi. Donc l'endométriose n'entraîne pas à 100% l'infertilité, ça c'est faux, c'est une croyance qui pourtant était bien là pendant des années. Exactement. On est autour de 60% des patientes qui ont de l'endométriose et qui vont avoir une grossesse spontanée. Donc ça veut dire pratiquement plus de la moitié.
Donc on se retrouve à 40% de femmes qui vont avoir un trouble de la fertilité, qui ne veut pas dire qu'elles sont stériles et qu'on va peut-être devoir accompagner soit de traitements médicaux dans des parcours de CPMA, de procréation médicalement assistée, soit de chirurgie éventuellement, puisque comme on l'a dit avant, la maladie de l'endométriose étant inflammatoire, étant donné qu'on a ces lésions dans le ventre qui saignent, dans un endroit où elles ne devraient pas saigner, et donc qui créent des petites cicatrices. Ces petites cicatrices vont pouvoir faire accoler les organes les uns aux autres, et notamment les trompes et les ovaires. Et pour pouvoir avoir un ovocyte qui rencontre un spermatozoïde, il faut que la trompe puisse être mobile, ainsi que l'ovaire. Et donc parfois, le traitement chirurgical va pouvoir aider à restaurer une fertilité. Mais il se trouve que pour les patientes pour qui la fertilité est un vrai enjeu, donc celles qui se retrouvent dans les 40% et celles pour qui les traitements n'ont pas été efficaces, qui sont encore heureusement, je le répète, de rares cas, elles vont volontiers transmettre leur histoire. Et donc, du coup, dans l'imaginaire et même dans tout ce qu'on peut trouver sur les réseaux et sur Internet, etc., dès lors qu'on dit endométriose, tout de suite, on pense « je n'aurai pas d'enfant ». Au point que des patientes qui sont diagnostiquées endométriose ne vont pas se protéger et vont avoir des enfants, peut-être dans des conditions qui n'étaient pas celles qu'elles auraient imaginées. Ok. Il n'est pas rare de découvrir de l'endométriose aussi chez des patientes qui ont déjà eu 2-3 enfants et que c'est après qu'on le retrouve. Donc, il est malheureusement encore courant que certains praticiens motivent les patientes à avoir des enfants tôt, sous prétexte de l'endométriose, ou à avoir des enfants de manière rapprochée. Et ce qui va occasionner de nouveau, on reprend le contexte global, qui va occasionner des autres altérations du bien-être de la patiente. Les mots qui sont dits par les praticiens, et évidemment, ça, on peut souligner que l'endométriose est une maladie qui génère beaucoup de croyances et qui permettent malheureusement à beaucoup de gens qui soient profanes ou praticiens professionnels de faire de l'ingérence dans la vie sur base de ces croyances-là. Or, et c'est pour ça que la science et les études cliniques doivent nous orienter, nous guider, nous supporter les patientes pour qu'elles n'aient pas à adapter leur vie sociale et familiale et professionnelle à leurs conditions médicales, mais le contraire. C'est-à-dire que si j'ai une patiente de 30 ans et qui me dit « Docteur, est-ce que vous croyez que je dois faire mon enfant tout de suite ? Mais là, je voudrais partir 1 an avec le travail, je ne sais où. » Je vais dire non. En fait, on va faire un bilan de fertilité, on va refaire une cartographie de votre endométriose, on va évaluer s'il y a une nécessité de préservation éventuellement de la fertilité, mais on va faire, nous, ce qu'il faut pour qu'on puisse coller à votre plan familial et professionnel et pas le contraire. Ouais, c'est ça. Parce que sinon, on vous dit, vous avez une hypothyroïdie, du coup ne faites plus ça, vous avez ceci, du coup ne faites plus ça, et on est tous et toutes des sujets avec des conditions médicales spécifiques. Et là où l'être humain a un peu de gratitude, c'est que on n'honore jamais tout ce qui fonctionne en nous, et on focalise souvent sur ce qui ne fonctionne pas. Ouais. Ces traitements, on les a entendus alors, pilules, stérilets, etc., alimentation, sport, mais en parallèle, il y a aussi, et tu me coupes si je dis des bêtises, mais il y a aussi la chirurgie qui peut résoudre ce problème si on souhaite plus avoir d'enfants, si on en a déjà eu, ou si on n'en souhaite tout simplement pas dans sa vie. Alors, oui et non. Et je suis contente de pouvoir te corriger une fois, parce que sinon je pense que je parle à un expert d'endométriose. C'est-à-dire que, de nouveau, la chirurgie ne va pas être conditionnée par le fait qu'on en a eu des enfants, qu'on en veut ou qu'on n'en veut pas, etc. C'est ça aussi c'est ça vraiment un mot que je n'ai pas encore utilisé mais qui est hyper important, c'est le sur-mesure de la patiente. Il m'arrive d'opérer des jeunes femmes de 18 ans
qui ont un nodule d'endométriose placé sur ce fameux ligament utérosacré dont je te parlais et qui vont générer de la dyspareunie profonde, c'est-à-dire des douleurs pendant les rapports sexuels, au début de l'initiation de leur vie sexuelle. Et pour éviter un printing négatif de quelque chose qui est heureux et magique que sont les rapports sexuels quand même, on va faire cette opération en hôpital de jour de manière mini-invasive avec des cicatrices à peine visibles. Souvent, on fait une petite cicatrice d'1 centimètre dans le nombril et 2 petites cicatrices de 5 mm sous le rebord de la culotte qui sont invisibles, notamment par exemple en maillot ou quoi, donc le plus esthétique possible. On va rentrer dans le ventre en cœlioscopie, donc cette chirurgie mini-invasive. Et on va aller enlever la lésion prudemment, c'est-à-dire comme on l'avait dit préalablement, en respectant l'innervation des organes, parce que donc nos muscles, on sait bien qu'ils ont des nerfs pour les faire bouger, nos organes aussi, ils ont un système nerveux autonome qu'on doit bien préserver pour éviter qu'il y ait des troubles fonctionnels urinaires, donc une drôle de sensation quand on va faire pipi, etc. Et elle n'aura pas eu encore d'enfant, elle ne sait même pas peut-être éventuellement si elle va en avoir ou pas. L'important, ça va être de faire la chirurgie parce que notamment, éventuellement, elle aura fait toutes les mesures hygiéno-diététiques et ça ne change rien à sa douleur. Elle aura pris une pilule et éventuellement, elle a moins mal pendant les règles, mais le fait que ce nodule cicatriciel se trouve là, la sollicitation mécanique pendant le rapport sexuel continue à lui faire mal. La kiné qui a détendu le périnée n'a pas empêché qu'elle continue d'avoir mal. Ou simplement, c'est son choix, elle ne souhaite pas prendre de pilule, elle préfère avoir un traitement chirurgical. On va l'accompagner là-dedans en lui disant les tenants aboutissants qui sont notamment le fait qu'éventuellement, la maladie pourrait récidiver. Mais étant donné que c'est un éventuellement, peut-être qu'elle ne récidivera pas, ou la moyenne, on dit à 5 ans, une femme sur 2, mais qui ne nécessite pas forcément une reprise en charge chirurgicale. Mais c'est pour ça que le tenter est important. Si là, on arrive à résoudre son problème de troubles sexuels, qu'elle ne va pas transporter avec elle tout au long de sa vie, eh bien, disons qu'elle a 17 ans, 5 ans plus tard, elle en a 22. À 22 ans, on reverra les choses. L'important, ça va être comment on la prend en charge. Par contre, et c'est là qu'on en arrive au sur-mesure, effectivement, une patiente qui aurait eu 3 enfants, qui est certaine qu'elle n'en veut plus, qui a non seulement de l'endométriose, mais aussi de l'adénomiose, donc on se rappelle l'endométriose de l'intérieur de l'utérus, et qui vient, et qui en a même 34, et qui dit, mais docteur, je veux une solution chirurgicale radicale, donc je voudrais que vous m'enleviez l'endométriose, mais que vous m'enleviez également cet utérus. Il faut pouvoir accompagner aussi cette patiente sans jugement du fait qu'elle est un peu jeune, qu'éventuellement elle pourrait changer d'avis, etc. Et donc il faut pouvoir lui proposer une hystérectomie, une éradication de ces lésions d'endométriose, mais toujours en lui expliquant que la maladie est chronique récidivante, malgré le fait qu'on enlève et l'utérus et l'endométriose, même si les chances sont beaucoup moindres que ça récidive, ça peut récidiver aussi. Et donc il va y avoir plein d'autres profils. Il va y avoir une dame qui elle ne veut pas du tout d'enfants. Il va y avoir une dame par contre qui veut des enfants et qui souhaite une chirurgie profonde parce qu'elle veut pas de pilule, et où là il va falloir aussi peut-être préserver la fertilité avant de faire la chirurgie. Donc les parcours de soins chirurgicaux sont cas par cas. La seule nécessité, c'est que le chirurgien puisse être outillé de toutes les façons à répondre à toutes les demandes des patients. On le comprend, il existe donc de nombreuses solutions. Ces solutions, elles sont apparues au fil des années, et aujourd'hui, c'est une maladie pour laquelle il existe des solutions. Avant, il n'en existait pas, en tout cas beaucoup moins. Qu'est-ce qui explique le fait que cette maladie a été taboue pendant des années, tue par les gynécologues pendant des années? Qu'est-ce qui explique finalement qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup plus qu'avant, alors qu'il y a le même nombre de femmes qui étaient affectées par cette endométriose il y a 50 ans et maintenant certainement? Alors, ça c'est une question extrêmement intéressante également. Et on sait qu'on a des traces de médecins, guérisseurs. À l'époque
des pharaons, des pyramides, qui parlent déjà d'une notion d'endométriose. Donc c'est même pas que c'est une maladie qu'on connaît depuis 50 ans, c'est une maladie qui est connue déjà depuis des siècles et des siècles. Qu'est-ce qui fait que on en parle maintenant, on en parlait moins avant? Bien, c'est l'évolution de la position de la femme dans la société. La médecine se féminise déjà. Il est en fait certain que les médecins femmes vont avoir une proportion plus importante à éventuellement rentrer en empathie avec des douleurs qui vont être liées à la menstruation. Il y a le fait que les patientes, étant donné qu'elles ont des parcours qui soient académiques ou professionnels importants, qui requièrent une présence importante, elles vont plus facilement aussi venir nous trouver en disant il faut me trouver une solution, 3 jours par mois, je peux pas aller à mes réunions, etc. Donc il y a le fait que les femmes travaillent plus et ont des positions, et fort heureusement. Il va y avoir aussi les réseaux sociaux et les solidarités entre personnes qui vont sortir de la honte et du tabou, parce que pour la patiente elle-même, dans l'errance diagnostique, il y a les années où les patientes vont solliciter les médecins et les médecins vont pas forcément mettre le mot de l'endométriose sur leurs symptômes, mais il y a aussi le long moment à partir duquel elles vont commencer à avoir mal et elles vont pas oser parler de leur menstruation à leur médecin généraliste parce que il y a quelque chose de honteux à avoir ses règles et du coup il y a aussi une notion d'être faible si on n'arrive pas à supporter les douleurs de règles. Et je dirais que dans la vague aussi très bienvenue du MeToo, où en fait, si vous voulez, les femmes réalisent qu'en fait, elles ne sont plus OK de subir n'importe quelle souffrance, qu'elles viennent de l'extérieur, qu'elles viennent de leur propre corps, et qu'elles veulent de l'aide pour avoir un bien-être, pour avoir réparation, qu'elle soit réparation, là, dans ce cas-ci, je dirais corporelle, ou réparation dans le cadre de violence. Et donc, je pense que toutes ces choses-là font que la parole se libère. L'éducation aussi, spécifiquement ici, je parle en Belgique, de l'Evras et de tous les plannings familiaux, et qui sont nombreux aussi à Liège, où il y a la possibilité pour les enfants et adolescents de parler avec des professionnels de manière, je vais dire, de manière sans tabou, justement, de tout ça, vont faire que les jeunes vont plus s'intéresser facilement à leur vie génitale et en parler plus facilement aussi. D'accord. Et cette maladie, on est avec ? Alors, dans l'évolution de la maladie, qu'est-ce que c'est ? Effectivement, il y a des études où on a fait des dissections sur des fœtus dont la vie s'est malheureusement arrêtée pour d'autres raisons. Et on s'est rendu compte qu'on peut retrouver à ce moment-là déjà des nodules d'endométriose profonde. Et c'est au moment de la ménarche, donc au moment où la patiente va avoir ses premières règles, qu'éventuellement il va y avoir des premiers symptômes. Sauf que, et ça on ne l'avait pas dit, mais dans l'endométriose, il y a quand même plus ou moins 10% des patientes qui vont avoir aucun symptôme de leur maladie. D'ailleurs, il peut arriver que de ce fait, des patientes vont avoir une endométriose qui va proliférer tellement qu'elle va pouvoir comprimer éventuellement les uretères, et c'est là qu'on peut avoir, et heureusement c'est très rare, des patientes qui vont avoir des dysfonctions rénales à cause de cette endométriose qui a évolué parce qu'elle est complètement silencieuse. Et alors comment va évoluer une maladie dès 12 ans jusqu'aux 52 ans ? Est-ce qu'elle va progresser très fort ? Est-ce qu'elle ne va pas progresser ? Est-ce qu'elle va se résorber ? Alors elle ne se résorbe jamais. L'évolution de type plutôt agressif ou pas, il n'est pas prédictible pour l'instant. On n'a pas d'éléments de prédiction. On sait que quand on analyse une lésion d'endométriose, chez une même patiente à différents sites, si on analyse ses récepteurs et ses fonctions, on va dire, moléculaires et ses capacités d'infiltration, ils vont être différents d'une lésion à l'autre chez une même patiente, par exemple. Raison pour laquelle aussi, il y a ces essais de traitement de pilules, parce que comme les récepteurs sont un peu différents, eh bien, on ne sait pas quel type de pilule va fonctionner avec quel type de patiente. Donc ça va être vraiment sur l'essai-erreur qu'on va essayer de comprendre. Et
il n'y a pas forcément non plus de relation entre l'étendue des lésions et leur position et le ressenti de douleur de la patiente. C'est la raison pour laquelle, et on n'en a pas beaucoup parlé, j'en profite, la prise en charge, elle va être médicale, elle va être chirurgicale, elle va être l'hygiène de vie, mais elle va être aussi psychologique, sexologique, parce que on a subi des douleurs pendant longtemps, il va falloir aussi désengorger l'émotion négative que l'on a avec notre propre corps. Apprendre aussi des façons de respiration au moment des douleurs. C'est-à-dire moduler cette douleur, non pas forcément en agissant directement sur la lésion, son inflammation, l'enlever ou pas, mais simplement dans l'interprétation émotionnelle de la douleur. Donc tout ce schéma-là est important à connaître pour prendre en charge le symptôme principal qui est la douleur. Et donc je rappellerai là-dessus qu'on est passé rapidement sur l'errance. On est encore à 7 à 10 ans d'errance diagnostique avant qu'on puisse mettre un mot sur la condition médicale de la patiente. Et c'était des chiffres qu'on avait depuis longtemps, mais il y a une étude qui vient juste de sortir et on est au niveau européen encore là-dedans. Plus de 10 ans plus tard, on est encore plus ou moins entre 7 à 10 ans. Ça peut, dans certains pays, ça peut aller jusqu'à 12 ans. Et il faut vous imaginer que si vous avez un abcès dentaire mensuel pendant 7 ans, donc ça veut dire 12 fois par an, vous faites un abcès terrible, vous êtes dans votre lit, vous devez prendre de l'ibuprofène, de l'Augmentin. Et à chaque fois que vous allez voir un dentiste, il se dit « je ne sais pas bien ce qui se passe, je ne sais pas bien ce qui se passe ». Enfin, 7 ans, c'est extrêmement long pour une patiente. Et c'est 7 ans, souvent, où elles vont bénéficier de plusieurs consultations, mais aussi de plusieurs examens qui vont souvent se révéler négatifs. Et donc chaque fois avec le stress de je vais à l'examen, j'attends la réponse de l'examen est négatif, je dois en refaire un autre, etc., etc. Ta première année universitaire, Linda, c'était en quelle année? Ma première année de gynéco, c'était 2010. Est-ce qu'à ce moment-là, tu considères que les gynécologues étaient déjà assez armés pour faire preuve d'empathie par rapport à ces douleurs, etc. Est-ce qu'on vous apprenait ça sur les bancs d'amphithéâtre? Non, alors moi, je te dirais bien la vérité, je me rappelle même pas de mon cours d'endométriose. Dans la formation, tout confondu, où il s'agit de santé de la femme, avant, ça commence à changer. Et là, avec les camarades notamment qui travaillent au planning, on a un chouette cours sur la douleur pelvienne à l'université. Donc les médecins généralistes de première année, ici à Liège, sont tous formés sur la douleur pelvienne chronique et comment y répondre. Mais sinon, c'est vrai qu'on a peu de place là-dessus. On va prendre très fort au sérieux des maladies moins confrontantes. C'est plus facile de parler d'un cancer de l'ovaire, qui est la faute à personne, que de douleurs pelviennes chroniques. Pendant longtemps, les hommes ont sous-estimé les douleurs que pouvaient entraîner les règles, que pouvait entraîner une endométriose. C'est intéressant ça, tu fais un parallèle avec un abcès dentaire qui revient donc mensuellement. Est-ce que les patientes sont mieux reçues depuis quelques années? Eh bien, je dirais que oui. C'est-à-dire que non seulement les gynécologues sont beaucoup plus à l'écoute, mais je trouve aussi que globalement les patientes sont plus armées aussi. C'est-à-dire qu'elles vont... La plupart des patientes qui ont de l'endométriose, une des questions qu'on leur pose, c'est est-ce que vos sœurs ont de l'endométriose, est-ce que votre maman a de l'endométriose? Alors souvent, quand on dit est-ce que votre maman a de l'endométriose, elles disent non. Par contre, si on dit est-ce que votre maman, est-ce qu'elle se rappelle avoir eu très mal pendant ses règles, elles disent oui. Et donc parfois, il arrive que les mamans accompagnent leurs filles et quand on leur pose la question, elles vont me dire oui, mais je l'avais dit au gynécologue qui m'avait dit il y a rien, ce n'est pas très grave. Et c'était une génération où effectivement, de nouveau, on faisait avec. Et les patientes d'aujourd'hui, de manière légitime, et je m'en réjouis énormément, elles veulent plus faire avec. Ouais. Elles veulent faire sans. Et là-dessus,
Donc elles sont mieux armées, les gynécologues sont mieux armés, l'évolution du matériel échographique qui devient de plus en plus performant, la surspécialisation aussi des radiologues qui vont être plutôt dédiés à la radiologie de la femme éventuellement, et donc avec des IRM qui vont être beaucoup mieux lus, et donc tout ça concorde au fait que ça va être plus entendu et plus rapidement diagnostiqué, mais ça reste encore un parcours du combattant, et il reste important de faire ce genre d'émission, par exemple, pour informer les patientes qu'effectivement, elles doivent pas baisser les bras si elles n'ont pas rencontré un bon interlocuteur ou une bonne interlocutrice, quoi. Ces interlocuteurs qui disent faites avec, il en existe encore. Ah oui, moi j'ai des témoignages, on n'en a pas parlé, mais effectivement il y a une relation entre endométriose et violence gynécologique qui est très importante. Pourquoi ? Parce que évidemment on a bien compris que ces patientes sont très douloureuses, donc a fortiori l'examen gynécologique chez elles est très délicat. Et beaucoup vont relater le fait que la mise en place du spéculum a été extrêmement traumatique, ou l'échographie aussi. Moi, ça m'arrive très fréquemment d'entendre des patientes me dire j'ai vu mon médecin traitant, mon gynécologue, qui m'a dit que c'était une maladie à la mode, que lui il voyait rien, etc. Donc ça reste quelque chose d'inconfortable. Mais si de mon parcours de transmission de savoir important aussi vis-à-vis des médecins, pas que gynéco, mais des médecins aussi de première ligne, ce que je comprends aussi, c'est que c'est très difficile de recevoir la douleur. C'est aussi très difficile de recevoir des témoignages de violences gynécologiques. C'est aussi très difficile d'entendre des témoignages de violences sexuelles, parce qu'il y a aussi une propension des patientes qui ont de l'endométriose qui ont aussi subi des violences sexuelles. C'est inconfortable, les médecins sont pas forcément formés à recevoir des charges émotionnelles aussi importantes. L'empathie que l'on a comme professionnel peut trouver un peu des brèches. Moi-même, devant des parcours de vie de femme, je me suis retrouvée des fois en difficulté de gérer ça, et donc c'est un apprentissage que de pouvoir se sentir soi-même en tant que soignant safe pour entendre toutes ces souffrances, se sentir légitime de les entendre, ne pas forcément ni se culpabiliser de ce que peut arriver à la patiente, ni devoir jouer la justicière ou le justicier, mais juste de pouvoir recevoir, entendre, croire, et après réparer avec les outils que l'on a, avec les outils dont veut la patiente. On l'a compris, il existe énormément de cas par cas. C'est pour ça que tu as souhaité sortir des hôpitaux pour diagnostiquer cette maladie, parce que tu considères que ce cas par cas ne peut pas réellement se faire, étant donné qu'il y a peu de temps dans les hôpitaux, et dès lors c'est plus intéressant d'avoir un diagnostic qui se pose en première ligne dans un planning familial. C'était là qu'on s'était rencontrés, au planning Infor-Femmes de Liège. Tu as donc créé un projet pilote. Explique-nous un peu ce projet pilote. Eh bien, oui, c'était une chouette rencontre d'ailleurs. Je me suis rendu compte après 7 ans, un peu plus de 7 ans en plateau hospitalier universitaire, que on arrivait après la tempête. C'est-à-dire que, effectivement, au bout de 7 ans à 10 ans d'errance diagnostique, pour prendre des cas complètement caricaturaux mais qui existent, on avait parfois des patients qui étaient internés en hôpital psychiatrique pour entre guillemets hystérie, tout ce qu'on veut, et qui étaient atteints en fait d'endométriose. Et alors, quand une patiente est sortie du monde actif et qui est internée depuis 2 ans, et puis que quand on réinterroge en réalité la genèse de tout ça, c'est ces douleurs insupportables, qu'elle est coupée de sa vie affective, de sa vie professionnelle, etc.
il est un fait certain que même si on est des très bons chirurgiens, très bien équipés, et qu'on fait les choses très bien, ou qu'on met finalement le bon traitement hormonal, ben on va pas pouvoir lui rendre la vie d'avant. Et donc c'est là que je me suis rendu compte de cette fameuse pyramide importante et de cette fameuse communication importante entre ce qu'on appelle les soins primaires, c'est-à-dire globalement un planning familial, un médecin généraliste, le soin secondaire, c'est-à-dire la consultation spécialisée chez le gynécologue qui va être traitant, et puis la troisième ligne, c'est-à-dire les centres d'expertise d'endométriose. Et donc, dans une réflexion, je vais dire plus de l'ordre philosophique et politique aussi de mon point de vue, j'ai voulu retourner à un soin de proximité. D'abord pour moi, et habitant dans le quartier Hors-Château, c'est tout naturellement que j'ai été vers le planning Infor-Femmes qui se trouve derrière l'Esplanade Saint-Léonard pour proposer mes services, qui ont été tout de suite bien reçus, je dois dire, par Chloé Colette, qui est la directrice du planning, qui a tout de suite compris l'enjeu. Et du coup, je me suis dit, étant donné que le réseau de planning est très bien développé à Liège et qu'ils font un travail assez formidable autour de la contraception, autour de l'IVG, autour de plein de thématiques, mais pas autour des douleurs pelviennes, de nouveau, avec cette hypothèse que les gens ne se sentent pas légitimes, que quand c'est trop douloureux, on ne sait pas si c'est grave, on ne sait pas comment recevoir toute l'émotion autour, on ne sait pas exactement ce que c'est l'endométriose, si on peut dire que c'est l'endométriose, etc. Et donc l'idée, ça a été de créer un pôle de quartier où on allait pouvoir recevoir des patientes qui étaient soit déjà diagnostiquées et atteintes d'endométriose pour mettre en place une prise en charge multidisciplinaire qui est très naturel et facile dans le planning, qui est organisé de manière transversale et où les dossiers et les patientes et les individus, les patients sont pris en charge à la fois par l'assistante sociale, par la sexologue, par la psychologue, par l'accueillante, par le médecin, par tout qui acteur et actrice des plannings, de manière assez fluide, avec du temps, effectivement, et le temps, on l'a répété plusieurs fois, c'est ça qui va être primordial. L'idée, c'était aussi de pouvoir offrir un soin spécifique de premier niveau à un public plutôt aussi peut-être défavorisé en termes d'accès à l'hôpital. Par exemple, des gens de quartier ou des adolescents plus jeunes qui vont peut-être avoir du mal à en parler aux parents et qui auront plus facile, on l'a vu plusieurs fois, de venir au planning pour expliquer qu'ils ont des difficultés au rapport sexuel ou des difficultés pendant leur menstruation. Et on a profité de ce soin qu'on donnait aux patients pour aussi former, en tout cas, je préfère dire transmettre plutôt que former les pairs dans les autres plannings, en leur expliquant comment on faisait, comment on accueille quelqu'un qui a une douleur. On sait comment on accueille quelqu'un qui a une grossesse non désirée, comment est-ce qu'on accueille quelqu'un qui a une douleur. Donc là, pour l'instant, il y a Sarah Kreusch, Catherine Framba et aussi Renaud Gueben, qui sont les médecins qui s'occupent de l'endométriose, avec toute l'équipe évidemment pluridisciplinaire. Et du coup, aujourd'hui, à n'importe quel hôpital de la région qu'on appelle pour prendre un rendez-vous, c'est pas rare de rester 15 minutes au téléphone avant d'avoir quelqu'un. Et puis souvent, on a un rendez-vous à quelques mois. Et c'est vrai que humainement, c'est extrêmement difficile pour ces patients qui sont en crise de douleur aiguë de rester 15 minutes au téléphone et de savoir qu'on va voir quelqu'un dans 3-4 mois. Alors que dans le planning, on peut arriver à n'importe quel moment. Il y a déjà des prescriptions d'antidouleurs qui sont faites par les médecins généralistes à l'avance. Il y a la possibilité, si ce n'est de rencontrer le médecin, de rencontrer une accueillante qui aura le même discours que le médecin parce que bien informée et qui se sent légitime à parler d'endométriose, à rassurer la patiente et à lui dire ce qu'on s'est dit tout au long de cette émission, c'est-à-dire qu'il y a des solutions. Et je rebondirais sur une chose, si tu me permets, avant ta prochaine question, c'est que tu disais c'est plus facile maintenant de parler de douleur. Et il m'est arrivé il y a 2 mois de recevoir un homme en consultation qui avait des douleurs pelviennes chroniques et qui se sentait pas entendu par les médecins et qui a décidé de consulter un médecin qui fait de l'endométriose pour voir s'il y avait une solution. Et j'ai été très intriguée parce que en tout cas, disons, j'ai aussi des hommes, mais en l'occurrence c'est peu fréquent.
Et j'étais très surprise du fait qu'ensemble, on a pu établir des diagnostics différentiels et un chemin, un trajet de soins. Et il y avait beaucoup de gratitude. Et j'ai eu aussi beaucoup de gratitude par rapport à ce moment parce que je me suis dit, on n'en parle jamais de ça, mais il y a aussi des hommes qui souffrent de douleurs pelviennes chroniques. Et pour qui c'est encore plus tabou de parler. Et donc, je dirais que on peut profiter de ce moment de dire qu'en fait, tout qui a mal est le bienvenu. Et les douleurs, elles ont toujours potentiellement une dimension psychosomatique. Et l'évolution actuelle de nos démocraties va générer de plus en plus de souffrances et de douleurs, que ce soit de la fibromyalgie, que ce soit de l'endométriose, que ce soit des arthroses chroniques, que ce soit, je veux dire, l'hôpital de demain, si il n'a pas de lieu d'accueil pour des douleurs, et heureusement la plupart ont des centres de douleurs, ne sera pas un hôpital complet selon moi. Voilà. Le projet que tu as mis en place donc à Infor-Femmes a été un succès. Tu le considères comme un succès? Oui, c'était un succès collectif immense, c'était une belle rencontre, oui. C'est ça. Et tu as trouvé que les patients que tu recevais là étaient mieux suivis qu'à l'hôpital. Ça, je pense que... Pas être devin pour le dire. C'est-à-dire que c'était très intriguant de recevoir parfois des patients qui avaient oublié qu'elles m'avaient vue à l'hôpital. Ah oui. Et qui me disent « Ah, docteur, je suis tellement heureuse de vous avoir rencontré ici au planning parce que on ne m'avait pas entendu à l'hôpital. » Et alors là... Alors que c'était toi aussi. Alors c'était moi. Et alors c'était moi, mais dans la condition d'un travail... plus expéditif. Voilà. Voilà. Parce que évidemment, tu dois rendre des comptes à l'hôpital, etc. Tandis que là, tu devais rendre des comptes, en effet, mais le projet soulignait le fait qu'il fallait prendre du temps pour diagnostiquer cette maladie-là. Pourquoi plus de subventions, selon toi? Alors que le projet a été un succès et vous avez été pris en exemple à de nombreuses reprises. Oui. Et donc, je vais répondre tout de suite à ta question, mais je rebondirai sur le fait de... C'est pas tellement le rendre compte, c'est vraiment une considération philosophique de la médecine qui est une médecine à l'acte. Il faut savoir aujourd'hui que les cotations et les rémunérations médicales sont liées aux actes posés. Chaque acte a un code, chaque code a une rémunération. Dans le planning, on a eu la possibilité, dès lors qu'on avait des subsides, de considérer beaucoup plus la qualité de l'accueil. Et on a adapté le nombre de patients qu'on recevait par une matinée ou par une après-midi sur l'expérience de terrain, de savoir tiens combien de temps il nous faut pour qu'on puisse bien accueillir la patiente, bien l'écouter, bien lui octroyer les médicaments dont elle a besoin et surtout bien pouvoir lui expliquer. Parce que c'est ça les patients qui sont reconnaissants. Souvent ils disent j'ai enfin compris ce que j'ai. Ah maintenant j'ai compris, je n'ai plus peur, je peux avancer. Et donc on s'est rendu compte que c'était une demi-heure avec le médecin, que c'était un bon 15 minutes avant et après avec l'accueillante, avant pour un peu étayer tous les rendez-vous psychosociaux dont elle aura besoin à part la rencontre avec le médecin, et après pour un peu débriefer et s'assurer que le message a été bien compris. Donc en gros 30 minutes plus 30 minutes, donc 1 heure par patient. Dans un hôpital, il y a une dynamique qui est celle malheureusement marchande parce qu'en fait il faut que ce soit rentable. Et donc du coup, ça va forcément pas aider la prise en charge de l'endométriose que d'être là-dessus. Alors pourquoi on n'a pas de subside? Eh bien, Attends, parce que du coup, ça prend combien de temps à l'hôpital? C'est quelque chose de mécanique, c'est-à-dire toutes les 20 minutes. Il y a une plage disponible. Parfois, on double les plages parce qu'il y a une urgence, etc. Et donc, du coup, on a toutes les 20 minutes. Mais 20 minutes, ça considère le moment de réception, d'accueil de la patiente, le moment où elle va se déshabiller, le moment où on va faire l'échographie, le moment où on va devoir faire un protocole qu'on doit avoir validé, enregistré, le moment où on va faire la facturation. Donc tout ça sur 20 minutes. Qu'est-ce que ça laisse dans la discussion? Ça laisse pas grand-chose comme discussion. Donc très peu de temps contre 1 heure au planning. Et 1 heure, c'était un bon temps
Vous surévaluiez pas. Non, et alors c'est ça qui était dingue, et c'est pour ça que au final, dans le calcul même, on va dire, si on veut parler business, parce qu'il faut pas faire semblant que la médecine, ça ne peut être que altruiste. La médecine, ça doit être altruiste, ça doit être désintéressé, mais on doit aussi prendre en considération la rémunération des gens qui se dédient à ce travail-là et aussi le coût sociétal que ça a. Et alors, ce qu'on s'est rendu compte, et appuyé aussi par l'équipe de Spirale des anthropologues de l'Université de Liège, sur plein d'aspects qui nous accompagnent dans ce projet-là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que grâce au planning, certes, on va voir la patiente plus longtemps, mais on va la voir beaucoup moins fréquemment, en répondant extrêmement rapidement à des choses qui peuvent prendre jusqu'à 7 à 10 ans. C'est-à-dire qu'elle va arriver, elle non seulement avoir un diagnostic, mais une cartographie de ses lésions dans le métros par échographie, elle va comprendre sa maladie parce qu'elle aura des schémas explicatifs, elle va avoir une proposition de traitement qui va être efficace dès lors qu'elle va être plurielle, puisqu'elle va bénéficier d'une rencontre avec le psychologue, la sexologue, etc. Et donc, on va aller beaucoup plus rapidement à une résolution des problèmes, à une réinsertion de la patiente dans sa vie, c'est-à-dire sa vie qu'elle aura décidée familialement ou professionnellement. Donc, une IRM de souvenir pelvienne, c'est 180 €, une échographie, c'est une trentaine d'euros. 5, 6, 7, 10 consultations chez le spécialiste versus la rencontre d'un médecin généraliste, 1 € planning. Il n'y a pas photo. Notre projet est économiquement extrêmement valable et humainement beaucoup plus efficace. Donc Linda, ça a été un projet qui a été mené à bien, qui a prouvé son efficacité, et pourtant les subsides ne sont pas renouvelés, ce qui fait que le projet vivote encore avec les derniers sous qui vous restent, mais il ne sera pas renouvelé. Si vous ne trouvez pas les subsides, alors, qu'est-ce que tu considères par rapport à ça ? Eh bien, c'est juste. En réalité, donc, au 31 décembre, nos subsides se sont arrêtés. Donc, depuis le 1er janvier, on fonctionne en fonds propres, ce qui a nécessité une restructuration de la prise en charge, étant donné qu'on a dû se résoudre à ce qu'une sexologue, psychologue parte du projet. Donc, on est en effectif un peu plus réduit. Pour l'instant, on privilégie toujours, comme on l'a toujours fait, la qualité du soin, c'est-à-dire que on travaille encore, mais du coup avec la possibilité de recevoir un peu moins de patientes pour toujours leur offrir la même qualité de soins pluridisciplinaire. Notre projet a été cité par une enquête nationale du KCE comme un projet pilote intéressant. Il y a un plan national qui va se développer normalement au courant 2025 sur la prise en charge de l'endométriose et sa structuration justement à plusieurs niveaux. Et dans ce contexte, on aurait tout intérêt à être de nouveau épaulé financièrement pour pouvoir peut-être apporter notre expérience dans d'autres plannings, dans d'autres endroits en Belgique. On ne parle pas d'un chiffre énorme, il n'y a pas de tabou par rapport à ça. Donc une structure comme la nôtre qui est capable de recevoir jusqu'à 400 patientes, un peu plus même annuellement, dans des conditions que je vais vous expliquer qui sont vraiment très dignes et idéales, ça demande un subside de plus ou moins 96 000 € annuels. On n'a pas, parce qu'on n'a pas le temps et la possibilité technique, fait exactement un calcul de la même de ce que ça coûterait à un hôpital pour la société, la prise en charge de ces 400 patientes-là, mais effectivement, on est bien en deçà d'une prise en charge classique avec des résultats en termes d'efficacité et de bien-être qui sont bien supérieurs. Je ne désespère pas que la VIC revienne vers nous. Les changements politiques récents font un peu peur, évidemment, dans le contexte actuel. On sait que les domaines comme l'éducation et la santé, de surcroît la santé féminine, risquent d'être des endroits où il y aura moins de subsides. Néanmoins, il faut une certaine cohérence des politiques. On ne peut pas à la fois
alerter et faire des campagnes provinciales, nationales sur l'endométriose et ne pas prendre ses responsabilités de donner des solutions, puisqu'on l'a bien dit durant toute l'émission, des solutions existent et elles sont assez simples à mettre en place. Démystifier la maladie, légitimer un maximum de gens de pouvoir accueillir ces patients, c'est important. Ça ne relève pas de grandes avancées technologiques, ça ne demande pas énormément de sous, ça demande de la bonne volonté, de la cohérence et, je répète, de la responsabilité de tout qui met en place des campagnes et donc derrière doit permettre aux gens qui sont motivés et dédiés aux soins de l'endométriose de pouvoir travailler dignement. C'est ça. Si on fait un rapide calcul, 96 000 € pour 400 patientes, ça équivaut donc à 240 € par patiente. C'est une prouesse de trouver une solution pour chaque patiente pour 240 € de frais de fonctionnement. Je ne sais pas si c'est une prouesse, si c'est un retour au bon sens et à la simplicité de ce que doit être le soin. Et c'est ça qui est formidable dans ce projet pilote, c'est qu'il est pilote par rapport à l'endométriose et j'espère qu'il sera rapidement plus pilote puisque ce sera, j'espère, une banalité un jour en Belgique d'aller dans un planning familial pour des douleurs pelviennes. Mais il peut servir d'exemple aussi pour la prise en charge de tas d'autres maladies qui sont chroniques. Telles par exemple le diabète ou les maladies cardiovasculaires certaines, etc. C'est-à-dire comment on décentralise un maximum les choses dans les soins de structures de proximité plus humains, qui ont plus de personnel, qui sont plus dédiés à l'éducation. Il faut faire la médecine très certainement de manière sérieuse, ne pas se prendre trop au sérieux et accueillir chacune des solutions possibles, qu'elles soient hautement technologique ou qu'elle soit tout à fait simple dans le dessin de la pathologie sur une petite feuille avec la patiente pour qu'elle puisse incorporer l'information, reprendre possession de son corps, être rassurée. Et peut-être là-dessus, je pourrais dire un mot. Il est vraiment important à l'heure actuelle, dans une inondation des réseaux sociaux, de l'endométriose faite de manière parfois peu intelligible ou des fois un peu sensationnelle, parfois un peu dramatique. Je me réjouis vraiment de cette possibilité qui m'est offerte de discuter avec toi dès lors qu'on a déjà eu la possibilité, je dirais, de travailler ensemble parce que en fait, ça fait partie de la transmission de savoir que de pouvoir répondre à tes questions et je t'en remercie. Et c'est intéressant, pas parce que c'est une énième discussion sur l'endométriose en podcast, mais parce que ça l'est de manière intelligente, intelligible, avec une réelle intention de transmission qui vient de ta part. Donc je te remercie encore une fois. Plaisir. Mais c'est ça qui va être important, c'est le récit qu'on fait autour de la maladie. C'est bien qu'on ne se laisse plus faire, qu'on dise stop aux violences gynécologiques, qu'on dise stop à l'errance diagnostique, qu'on dise oui à l'obtention de tests qui vont permettre rapidement le diagnostic et qu'on milite pour une médecine qui soit plus humaine, détachée de l'acte, qui soit plus intelligente économiquement, mais aussi plus intelligente humainement. Et si certains des personnes qui ont écouté cette émission sont elles-mêmes ou eux-mêmes atteintes d'endométriose, leur dire que vraiment, il y a plein d'espoir, étant donné qu'il y a déjà plein de solutions et qu'elles n'hésitent pas à chercher ces solutions. Elles existent et des professionnels de santé qui sont disponibles pour leur offrir existent aussi. Et surtout, de ne pas rester seul et de nous solliciter jusqu'à ce qu'ils retrouvent une qualité de vie qui soit égale à celles qui ne sont pas atteintes d'endométriose, parce que c'est possible. Merci Linda. C'était une belle conclusion ça. Et merci à vous d'avoir été avec nous. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle émission sur YouTube, Spotify, Apple Podcast. Abonnez-vous à notre chaîne et likez cette vidéo si elle vous a plu. Partagez-la également, ça nous aidera bien. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao.